Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Avant de me lancer dans cet échange, je serai succinct parce que je pense que mes co-débatteurs ont épuisé les sujets classiques que nous défendons d'habitude. Mais j'aurais été plus à l'aise aussi, je le signale d'emblée, si, parce que nous sommes tous de l'opposition, s'il y avait un co-débatteur de la majorité à qui on pouvait faire des échanges. Mais bon, on va faire cet élégant exercice entre nous, tout en attirant l'attention, parce que bien souvent, l'opposition, nous donnons des fois une image négative en se tirant l'un sur l'autre, alors qu'on doit conjuguer nos efforts pour que demain, le Congo soit réellement libre. Où est le Congo? Qu'advient-il aujourd'hui du Congo? Moi, je dirais simplement que le Congo est malade. Malade parce que ses filles et ses fils n'arrivent pas à conjuguer ensemble pour sortir ce pays de cette crise. Madame Kassavou l'a bien rappelé, le représentant de la Paroko et tant d'autres, c'est inadmissible. Mais il ne faut pas, comme Maître l'a dit au début, pointer le doigt seulement sur les politiciens, parce que les politiciens, c'est finalement l'échantillon de la population. Il y a un réel besoin de réforme de mentalité dans notre pays pour que nous prenions conscience à la mesure suffisante des défis qui ont été cités ici. Le défi de richesse, c'est ça le début du problème de notre pays. Un pays riche au sous-sol avec une population pauvre. L'indice de bien-être, comme ça a été dit par le représentant de l'UNC, le Congo fait partie des pays le plus bas. Je crois que c'est le 186e pays. C'est déplorable. Maintenant, le point de vue de mon parti. Je suis Jean-Jacques Bungani, représentant du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba qui est à La Haye. Je salue au passage Madame Justine Kassavou d'avoir pensé à notre cher président, parce que c'est un des leaders politiques majeurs dans notre pays. Malgré son absence, le 24 mai, ça sera 5 ans. Ça totalisera 5 ans d'arrestation injuste, nous le disons à La Haye, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont l'opportunité de suivre, les charges ne font que diminuer. Au départ, on l'arrête parce qu'on dit qu'il est co-auteur avec le défunt président Patassé pour terroriser et tuer des Centrafricains. Et très vite, dans l'évolution du dossier, on se rend compte qu'il ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'est pas présent pendant les affrontements, donc d'octobre 2002 à mars 2003 à Bangui. Le procureur est obligé de requalifier les faits et Jean-Pierre Bemba est poursuivi comme chef hiérarchique. Responsabilité directe des militaires. Cela aussi a été vite dégagé par la défense parce que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être dans la chaîne de commandement des opérations. Et donc, vous avez vu qu'en décembre 2012, la Cour a encore demandé au procureur de requalifier une seconde fois. Et le président Bemba est poursuivi maintenant comme dans l'hypothétique connaissance des faits. Il aurait dû savoir, il aurait dû être informé que ces militaires commettaient des exactions. Donc, vous savez qu'un procureur de haut niveau, si on lui demande de requalifier les charges à 2 fois, souvent ça ne fait pas bon augure. Mais avec Dieu, nous vaincrons, nous y croyons fortement, que très bientôt, le 2 juillet, ça sera le passage du dernier témoin, et cette année, c'est l'année de la fin de la procédure, nous aurons une issue par rapport au dossier du président Bemba, et nous l'espérons heureuse. Quant au pays, je ne vais pas dresser le tableau qui a été dressé par des de nos amis. Tout est au rouge. Les indicateurs sont au rouge. Au niveau politique, il y a une boulimie de la majorité présidentielle. Ils utilisent tous les artifices pour mettre des opposants en prison, empêcher l'opposition de s'exprimer. Au niveau économique, je citerai simplement des petits exemples pour illustrer. Comment pouvez-vous comprendre que le gouvernement actuel, dirigé par M. Matata, se complaît de dire qu'ils ont un taux de croissance de 7% pour le 1 an d'exercice de la chose publique, alors que cela ne se manifeste pas dans l'assiette du Congolais lambda. Le panier de la ménagère n'est pas rempli. Le policier ne touche que 60 $.
Le diplômé ne touche que 74 $. Le gradué, 81 $. Le licencié, 84 $. Et le ministre de l'Enseignement, Macaire, fier d'annoncer qu'il y a une augmentation de 30 $. Ces gens passeront de 74 à 102 $. Alors que de l'autre côté, les députés, il faut le dire, nous sommes de l'opposition, mais j'aime bien le rappeler, même ceux de nôtres qui sont là, touchent 9 200 $. 6 200 comme émolument, plus 3 000 qu'on appelle des invisibles. Les sénateurs ont des émoluments à 14 000 $. Les mandataires, au-delà de 10 000 $. Est-ce que c'est un pays normal? Avant même qu'on parle, on redéfinisse le problème de notre propre indépendance. Mais ceux qui ont la charge publique, Mboudi, les accords qui ont été signés déjà, qui ont été décidés depuis 2006, jamais d'application. Voilà, je peins rapidement le tableau de ce Congo qui est le nôtre, le Congo où ceux qui sont à la manette du pouvoir organisent la paupérisation du peuple congolais et finalement entretiennent ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République. D'entrée de jeu, je disais que le problème se base au niveau des richesses de notre pays. C'est des entreprises mafieuses, des organisations criminelles qui, pour perpétrer le vol de notre sous-sol, de nos richesses, entretiennent des rébellions partout et avec la volonté et l'appui des fils et des filles de ce pays. L'an dernier, un rapport des Nations Unies a clairement cité un général de FRDC, général Ami Sétango-Faure, négociant des armes et munitions avec des groupes rebelles. Si nous devons parler dans notre langue, Atako Tozara Bololé, Bololé en Tiwapi. Les propres militaires de FRDC, dans un rapport des Nations Unies, ont commis encore des exactions. Plus de 400 viols. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La presse, en tout cas, a relayé. Le gouvernement congolais a mis du temps à commencer à essayer de faire des enquêtes à ce sujet. Voilà le tableau triste de notre pays. On va aller dans les détails lors de l'échange, mais je veux simplement rappeler que pour que notre pays demain arrive au niveau qui est le sien, ça passera par une refonte profonde de nos mentalités. Parce que si aujourd'hui, avec la même mentalité, il n'y a pas du gain facile, le vol, l'escroquerie, la tricherie, d'autres acteurs arrivent au pouvoir, c'est pour recommencer avec le même système. Je laisse... Et cela étant, moi je suis venu pour contribuer à éclaircir un petit peu les choses. Où va le Congo? Mais il faudrait d'abord savoir peut-être d'où nous venons. Pour qu'on puisse savoir comment s'orienter vers l'avenir, il faudrait peut-être qu'on regarde d'où nous venons. Et je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas toujours cultivé le devoir de mémoire. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du Congo, c'est une situation absolument encore plus grave que ce que nous avons pu entendre ici. Parce que la souveraineté de notre pays est en cause. L'indépendance de notre pays est en cause. Et je crois que pour qu'on puisse réellement donner le vrai diagnostic et qu'on puisse vraiment sortir notre pays de toutes ces difficultés, il faudrait qu'on puisse d'abord s'interroger que s'est-il passé lorsque la Belgique a récupéré le Congo, c'est-à-dire l'État indépendant du Congo. Il s'est passé des choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées. Donc, ça c'est la première étape. Deuxième étape, en 1960, nos parents se sont battus parce que, évoluer, mais intellectuels, parce qu'il faut quand même qu'on rappelle ici que lorsque nos aînés faisaient la philosophie après le grand séminaire, ça équivaut à l'université. Et donc, nos aînés, lorsqu'ils se sont battus, ils ont pris conscience d'abord de ce qu'est notre pays. L'importance du Congo aujourd'hui, personne n'en parle.
Et c'est peut-être ce qui explique justement toutes ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui. À l'extérieur, dans la communauté internationale, tout le monde sait quelle est la valeur du Congo, quel est le poids du Congo, mais il n'y a que les Congolais qui ne savent pas quelle est la valeur et le poids de leur pays. Or, aujourd'hui, nous ne devrions même pas parler en termes de misérabilisme, nous devrions parler en termes de pays. On devrait même figurer, je dirais, parmi les pays consultants au G8, au G20. Je ne sais même plus combien de G il y a aujourd'hui. Mais de par le potentiel de notre pays, nous ne pouvons pas continuer à dire oui, nous sommes un pays pauvre ou bien potentiellement très riche, mais nous sommes un pays pauvre. Non, nous sommes un pays important. Et sur la géopolitique, nous sommes un pays absolument indispensable. Donc, en 1960, il y a eu des négociations. La table ronde politique. Et là, j'aimerais quand même qu'on salue l'esprit de solidarité qui a uni nos aînés, parce qu'ils ont fait un front commun. Ils ont compris que face à l'occupant, c'est-à-dire le colonisateur, il fallait être unis. Et c'est peut-être cette unité qui nous manque aujourd'hui. Et c'était encore plus difficile pour nos aînés parce qu'en 60, ils ne se connaissaient pas. Il faut se rappeler quand même, sous la colonisation, il était parfois difficile d'aller d'une province à l'autre. Il fallait les laisser passer. Donc, front commun, ils ont arraché l'indépendance. Mais il y a eu aussi une deuxième phase, la table ronde économique, qui est passée sous silence. Et c'est là qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, si nous voulons savoir où nous devons aller, il faut réouvrir les cahiers. Il faut réouvrir les dossiers. Et il faut examiner exactement quels étaient les termes des engagements. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays souverain. Comment se fait-il que ce soit nos combattants, que ce soit nos hommes politiques, qui courent après leur légalité ou leur légitimité, démontrée ici ou là, en 2011 notamment, et qu'ils ne soient pas entendus? Donc il doit bien y avoir des acteurs ou des intervenants que ça arrange. Il doit bien y avoir des gens, des groupes, des lobbies, qui savent très très bien quelle est la valeur de cette souveraineté et qui ne veulent pas souscrire à cette souveraineté. Donc moi je dirais que ce qu'il faut, ce n'est pas tous ces dialogues qui sont en fait des tourbillons, comme si on mettait les Congolais dans une bouteille, et on étouffe la bouteille, et une mouche, vous savez, quand vous mettez une mouche dans une bouteille, eh bien, la misère est partout. Il vous dépanne, vous êtes content. Et quand ça ne va pas, il vient vous rejoindre et ensemble vous chantez en chœur, voilà, la dénonciation sur le pouvoir en place. Mais est-ce que nous sommes vraiment responsables pour que l'impunité, qu'on puisse aussi nous-mêmes l'exercer? Parce que tout ne passe pas par la justice. Par exemple, si votre frère se comporte très mal, ou bien s'il accepte d'aller voter une loi qui est inique, ou il se comporte d'une manière comme on voit aujourd'hui le folklore qu'il y a au Parlement, on commence à s'insulter, on parle, les vedettes, les journalistes, etc. Bon, mais qu'est-ce que vous faites quand c'est un des vôtres qui est dans ce comportement-là? Normalement, nos frères, si nous étions conséquents, devraient avoir honte mandatée. Alors, dernier exemple à cet égard, les 40 députés de l'opposition, à qui M. Tshisekedi avait demandé de s'abstenir d'aller dans l'hémicycle. Il ne leur avait pas dit « ne soyez plus députés ». Il était en train de défendre une cause d'intérêt général. Il a dit « si vous allez renforcer l'argumentaire du camp d'en face, et donc vous allez diminuer l'exigence pour l'impérium ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés. Et sachez que dès que les 40 parlementaires de l'opposition sont entrés dans l'hémicycle, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères trouver justification à une initiative quelconque en disant « oui, mais toute l'opposition est dans l'hémicycle ». Et nous sommes partis jusqu'aujourd'hui. Donc ça, c'est ça la conscience politique que nous n'avons pas ou que nous n'exerçons pas, ou cette vigilance que nous n'exerçons pas. Donc c'est là que nous devons absolument travailler, vous comme nous. Vous avez un frère au Parlement, commencez à vous comporter vraiment en démocrate et commencez à lui exiger un comportement exemplaire, quitte à démissionner. Tout le monde chante aujourd'hui. J'ai encore rencontré la fille d'un éminent sénateur il y a 3 ou 4 jours, qui me disait, oui, maman Justine, je viens du pays, mon papa, donc, qui est parmi les sénateurs, rien ne va. Rien ne va. Mais entre-temps, elle ne m'a pas dit que tel va démissionner. Rien ne va, mais tout le monde continue.
Bon, alors je vous ferai observer au passage que moi j'avais démissionné, mais je n'entends pas non plus souvent des encouragements qui fassent référence à cela. Donc parfois aussi l'homme politique, quand l'homme politique pose des actes forts, il faut aussi que vous puissiez être là pour l'encourager. Parce que cet encouragement mutuel, c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Mais lorsque vous donnez l'impression que oui, ça n'a pas d'importance, ça veut dire que vous accordez l'importance à ceux qui ne démissionnent pas, ou qui n'ont pas ce courage-là. Donc je crois que le problème de la conscience, c'est chacun qui doit pouvoir y penser, et c'est chacun qui doit pouvoir le porter. Alors, il y a eu encore une question, si je ne m'abuse, concernant la scientologie. Oui, c'est ça. Moi, écoutez, moi je pense que les démentis que j'ai donnés ont été absolument formels, ont été absolument clairs. Moi, je suis chrétienne. Vous savez bien que, bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains ou de Congolais qui portent des tabliers, d'autres qui portent des foulards. Bon, chacun a un petit peu goûté à l'occidentalisme, c'est vrai, mais moi je suis chrétienne. Exiger qu'enfin la République démocratique du Congo puisse se retrouver avec les partenaires internationaux, ceux qui ont signé l'acte de reconnaissance du Congo belge et ceux qui ont signé l'acte de reconnaissance de la République du Congo qui a adhéré au système des Nations Unies dès 1960. Je pense qu'à ce moment-là, quand les cartes seront sur table, nous pourrons exactement savoir qu'est-ce qu'on nous cache, parce qu'on nous cache des choses. Les gens fêtés, les ministres des Affaires étrangères, les porte-parole du gouvernement, qui ont tous éclaté des joies en disant voilà, nous avons maintenant une solution pour les 1-23, s'ils essaient, la brigade va s'occuper d'eux. C'est de l'irresponsabilité, nous appelons à la démission. C'est pourquoi nous disons qu'il est dangereux de dormir sur ses lauriers. L'armée congolaise doit être restaurée, l'armée congolaise doit être refondée même. Nous devons avoir une armée dissuasive, moderne, républicaine, motivée. Les soldats doivent savoir pourquoi il se bat, où il a laissé sa femme, où sont ses enfants. Et c'est ça qui va faire que nous aurons une armée forte, qui va protéger nos frontières à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, je voudrais terminer, parce que je n'ai pas le temps de parler beaucoup, nous pourrons développer dans le débat. Je voudrais terminer par une réflexion. Nous avons analysé la crise politique congolaise ne date pas d'hier. C'est depuis 1960 que le Congo traverse régulièrement des crises périodiques. Et malheureusement, nous constatons toujours que l'opposition congolaise a mis trop en avant les aspects institutionnels de la crise congolaise. Nous parlons souvent des mandats, de durée des mandats, des constitutions, des articles, des commissions, etc. C'est de la politique politicienne. Est-ce que le peuple se retrouve dans ce discours? Voilà pourquoi nous appelons à l'INC que l'opposition congolaise aujourd'hui prenne aussi sa responsabilité en mettant en avant la crise sociale. Le Congolais souffre. Tout à l'heure, on a parlé de la crise pour l'électricité, l'eau, qui sont devenues des denrées tellement rares que les posséder à Kinshasa est un luxe. Les soins de santé, l'accès à l'éducation. Les universités ont été proclamées 500 universités africaines. Le Congo ne figure pas sur cette liste. Nous sommes les derniers dans les indices de développement humain. Nous venons d'être exclus du processus de minerais. Nous sommes une nation faillie aujourd'hui. Et la question sociale est au centre des préoccupations des citoyens. Et nous, les politiques, c'est à nous de prendre cette problématique et la mettre en avant. Nous nous demandons pourquoi nous n'arrivons plus à mobiliser la population derrière notre combat. À Kinshasa, il est difficile aujourd'hui de faire sortir la population. Pourquoi? Mais les gens n'ont pas mangé. Ils doivent aller chercher les pommes pour ses enfants. Il s'est passé... Monsieur Emmanuel Bignamou, nous sommes à Anvers, où vous avez organisé une rencontre politique avec plusieurs membres des différents partis politiques de la société civile. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui vous a poussé à prendre cette initiative? Merci d'abord pour la question. Nous voulons tout simplement jouer notre rôle, étant le mouvement syndical des familles, qui est la Ligue des familles congolaises, qui défend les intérêts des Congolais et des familles congolaises, on peut dire, et de ses membres. Cela veut dire nous qui sommes à l'extérieur, donc de la diaspora congolaise.
Nous voulons en même temps que nous puissions comprendre, et quand je dis nous puissions, tout le monde, c'est-à-dire les familles congolaises, comprennent quand même qu'est-ce qui se passe au Congo. Quels sont les enjeux politiques? Pourquoi il y a quand même la crise sociale majeure au Congo? Pourquoi il y a tant de barbarie et tout ce que nous écoutons de gauche à droite? Il y a d'abord, pour le Congo, je crois que nous devons faire un choix. Le Congo d'abord mérite d'être analysé sérieusement. Pourquoi je dis analysé sérieusement? Parce qu'un pays malade, avant de le soigner, il faut diagnostiquer. Quant au diagnostic, on trouvera à ce moment-là quel sera le remède approprié pour le Congo. Et actuellement, si on ne fait pas ça, et nous tendons toujours à faire des discours ou à faire n'importe quoi, là, nous ne pouvons pas avancer. Et comme la situation est tellement grave, je crois que nous méritons d'abord que nous puissions être unis, diagnostiquer le Congo, faire ce qu'on appelle, même les mots simples, l'état de lait de la situation. Et à ce moment-là, nous